Donc en fait là c'est de la cire d'abeille. C'est top, hein. Quelle année, c'est difficile à dire. J'ai pas la mémoire si longue. J'avais 19 ans. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Bonne journée. Je crois qu'il y a une jolie histoire, parce qu'aujourd'hui c'est facile, on va chercher des granulés et puis on les met dans le poêle à granules et tout va bien. Oui. Mais ça n'a pas toujours été comme ça en Lozère chez vous. Racontez-moi un peu, Michel. Alors bien, merci de me demander de raconter cette anecdote et de réciter un petit peu, de raconter l'histoire d'un voyage de bois avec mon grand-père dans les années 50 de Villesoul, commune de Montbel, jusqu'à Mercoire ou au massif du Goulet, puisque les deux massifs étaient équidistants. Donc pour faire un voyage de bois, mon grand-père s'y prenait pratiquement une semaine à l'avance. Ah oui, quand même. Oui, c'était donc le temps où je passais mes vacances chez eux. C'était septembre, on rentrait à l'époque qu'en octobre. Donc il fallait préparer l'emplacement où il allait le stocker. Le bois, il arrivait en tronc tout petit, mais il l'installait dans un coin de la cour et puis il le coupait petit à petit pour le brûler l'hiver d'après. Il le gérait sur un an. Donc il fallait déjà préparer l'emplacement et puis surtout préparer l'ensemble de l'outillage et des équipements du char et des bêtes. Alors, il affûtait les haches. Les scies, bien sûr, les scies, ça, il n'avait pas besoin de moi, il affûtait ça à la lime. Mais la hache, je m'installais derrière la roue à pédale, la meule, et je faisais tourner la meule, je l'arrosais avec une casserole et de l'eau. C'était à la fois un jeu aussi en même temps. Hein. C'était aussi un jeu quelque part. Ah oui, ben, pour moi c'était... Le plaisir d'être avec le grand-père. C'était pour lui et pour moi même une communion permanente. Une complicité. Une complicité. Et donc je faisais tourner cette meule qui, de mémoire, n'était pas très équilibrée. Elle montait, elle descendait, elle n'était pas très ronde. C'était pas un truc, zoom, c'était boum, 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 boum. Et alors le grand-père, il posait sa hache là-dessus, et moi, plus il appuyait, plus ça devenait dur. Et oui. Parce que quand il appuyait fort, il fallait morcer. Bon. Donc ces souvenirs, je les ai dans la mémoire. Donc il affûtait les haches. Et puis, et après, il préparait les courroies qui allaient atteler les bêtes à la carriole. Au joug, oui. Alors, au joug, il préparait la scorégiose. On dit en patois, la scorégiose. C'est donc, il vérifiait que ces courroies étaient en bon état. En patois gévaudanais ? En patois, dans le patois que comprenait mon chien. Dans le patois parlé de l'époque. Oui. Celui qui a bercé mes oreilles d'enfant. Bien sûr. Et voilà, donc le vrai patois gévaudanais, oui. Et alors, la scorégios, c'était les sangles de cuir qui permettent d'attacher les bêtes au joug. Et puis, il faisait la préparation du char. Oui. Il démontait les roues et de l'axe, et puis il graissait abondamment les roues. C'était des roues en bois cerclées de fer, des roues en bois cerclées de fer, alors elles rentrent dans un moyeu, et alors il fallait les graisser, les biens. Et puis ensuite, il faisait pareil il faisait le char en entier, il prenait le char de A à Z, et il préparait tous ces ans. Donc ça demandait déjà 2-3 jours, ça dépendait, hein, bon. Et puis ensuite, alors après, ça arrivait le moment du départ. Et on partait la veille, on marchait toute la nuit. Ça n'était pas qu'une petite balade avec un char, on part à 1 kilomètre. Non, on allait à entre 8 et 12 km de l'endroit, et il fallait monter. Ah oui, il fallait monter. Et donc, on partait le soir, à la tombée de la nuit. Mais ça, c'était à quel moment de l'année, ça ?
Alors c'était en septembre. Là, Ah oui, d'accord, juste septembre. avant la mauvaise Oui, saison. Oui, tout à oui. fait. Après les grands travaux des champs, D'accord. après avoir rentré les moissons. Quand il y avait on un va peu dire. moins de travail au champ, quoi. Voilà, donc c'était là, il s'occupait, mais après de son chauffage. Et donc on partait à la tombée de la nuit. Et alors donc il y avait le char, les vaches attachées. Et puis comme j'étais encore un peu gamin, quand même, je devais avoir 10-12 ans. Donc je marchais un peu avec eux, on traversait la plaine de Montbel. On partait de Villesaule, on traversait toute la plaine de Montbel et on montait. Alors on va prendre la montée sur le Goulet. Donc on prenait l'axe de l'Arzalier, un petit peu à gauche, on coupait, on passait au col qui je crois s'appelle le col des 4 chemins. Et puis on traversait toute cette plaine. Et moi j'ai le souvenir que, il m'économisait, puis le sommeil me gagnait. Allongé dans le char, j'ai le souvenir que je cherchais à identifier l'endroit où j'étais. Mais en fonction du bruit et des chaos. Alors quand on était dans un chemin chaotique avec du gravier et des cailloux, ça tapait. Et donc là, je savais qu'on était là. Puis tout d'un coup, ça devenait doux, on n'entendait plus rien. On était sur de la motte, sur de l'herbe. Et le chemin était herbeux. Et alors là, on n'entendait plus rien au niveau des roues. Plus de crissement, plus rien. Sauf un bruit qui restait dans mes oreilles. Le balancement du char avec le rythme que donnent les bêtes. Et en même temps, le tintement des rares pièces métalliques. Les redondes sont les anneaux dans lesquels s'enfile le timon du char. Et qui tintaient tiding, tiding, tiding. C'est le Père Noël en fait. Ben ouais, c'est un peu avant. Je dis ça, il y a de la neige autour de nous. Ouais, donc sont restés en mémoire ces instants. Et puis alors après, je m'endormais. Donc on arrivait au petit matin. Ah oui, quand même. Ah oui. On avait marché 5-6 heures, 7 heures. On arrivait au petit matin là, en haut du bois. Et là, je me réveillais. Donc je commençais à reprendre vie. Et les bêtes, mon grand-père détachait les vaches. Il mettait le char dans un coin et puis il détachait les vaches qui allaient manger dans le bois et se détendre et se reposer aussi. Et lui, il s'attaquait avec souvent un de mes oncles ou mon père, parce que c'était rare qu'il parte tout seul, mais enfin, ça arrivait. Et alors, il s'attaquait à tomber les arbres. Et il tombait dans les bois de chauffe, dans ces bois spécialisés dans le bois de chauffe de l'époque, on coupait les branches d'une dizaine, quinzaine, vingtaine de centimètres au maximum. D'accord. Pas grosses, pour ne pas avoir les fendre. Et puis pas trop lourdes pour pouvoir les manipuler. Et donc, il tombait ces branches, il les ébranchait et il les empilait toutes. Et puis, donc, on peut faire une coupe si tu veux. Non, on continue, il n'y a pas de souci. J'explique aux spectateurs, on a une promeneuse qui passe à côté de nous. Bonjour madame. Bonsoir. Mais elle le connaît. Ça va. Et alors, donc, il ébranchait, les empilait. Oui. Et puis, quand, après, on se faisait un bon casse-croûte. Et puis avant de partir, alors c'était tard dans la journée déjà, vers midi. Et donc il a attrapé les bêtes. De nouveau. Alors les bêtes, j'étais pas sûr d'avoir compris. C'était les bœufs, des vaches. Moi j'étais parti sur des. Oui, j'étais parti sur des chevaux, moi. Des vaches. D'accord. Parce qu'il avait pas de bœufs. D'accord. Mais bon, donc les vaches sont moins puissantes, mais elles faisaient le travail. Le boulot. Elles étaient, comme on dit en patois, dundos, c'est-à-dire qu'elles étaient dressées à marcher ensemble, à fonctionner avec le joug. Oui, elles étaient bien habituées. Et donc après, il rassemblait les bêtes, il les attelait au char parce qu'on ne pouvait pas charger le char sans qu'il soit attelé, parce qu'après on ne pouvait plus le manipuler. Bien sûr. Une fois que le char est chargé, à part les bêtes qui avaient alors le temps de coupe et de charge et tout ça, ça prenait combien de temps la journée? La matinée complète. D'accord, oui. On arrivait au petit jour vers... Comme on dit en Lozère, bon poids. Oui, 5-6 heures du matin à midi, quoi. Ouais. C'était bon pour l'après-midi. On mangeait à midi avant de repartir. Et alors donc, une fois le char attelé, après on chargeait le bois. On le chargeait avec les poids lourds en avant,
pour que ça soit équilibré, et il les cherchait à l'équilibrer. Et puis quand il était bien chargé, il chargeait un arbre avec des branches encore en état. Un arbre non ébranché qui posait sur le reste. Pour faire un dodo pour Michel ou pour caler tout ça? Le but... Alors là, on a des motos qui passent. Voilà, 2, 3 motos. Voilà, c'est fait. le but de cet arbre, c'est qu'il allait servir à l'attelage, il allait être accroché au char dans la descente pour freiner le char et soulager les bêtes, parce que même s'il y avait un freinage sur le char, la pente était raide. D'accord, c'était un frein, quoi. Il servait de frein. Mais après, quand il arrivait en bas de la descente, il le découpait, il le remettait, il ne le gaspillait pas, il le remettait sur le char. Mais alors donc, le char était chargé, il était billé, c'est-à-dire billé en patois, c'est tendu avec des cordes qui encerclent le bois, bien avec des travées. Bon, le chargement était bien arrimé, assis, bien arrimé. Mais alors du coup, il n'y avait plus de place pour le dodo de Michel. Non, alors là, c'était fini. Là. Après, c'était retour à pied. Là, retour à pied. Ah oui, donc après... Il n'y avait pas 2 places sur la carriole. Ah non, pas question. Mais alors, quand vous rentriez comme ça à pied, c'est quoi? On parle avec le grand-père, on raconte les histoires. C'est là on apprend plein de choses sur la transmission, en fait. On apprend plein de choses. Oui. D'abord, on apprend par l'exemple, parce que l'exemple de l'acceptation de la fatigue, de tout ça, c'était naturel. Le grand-père, à moi déjà, je l'admirais, parce que c'était un exemple de travailleur, et puis de bonté en même temps, et il respectait les bêtes, parce que s'il accrochait un arbre à son truc, c'était pour le soulager, c'était pour que les bêtes souffrent moins dans la descente. Mais en même temps, il était dur à tout, parce que je me souviens d'une fois, ou alors ça c'est un peu exceptionnel, je me souviens d'une fois où il a pris un coup de hache sur la main. Aïe. Là, qu'il a scalpé, carrément, qui a scalpé la partie haute du dessus de la paume de la main. Mais à ce moment-là, il s'est pris, il a mis un tissu. Je crois qu'il y avait un de mes oncles d'ailleurs. Il l'a soigné. Alors pour le soigner, du vin, du sucre, un chiffon, un mouchoir bien serré. Et on y va. Et il a continué à travailler. On est arrivé à la maison, ma grand-mère l'a soigné avec, à l'époque, je me souviens, une feuille de sauge qu'elle lui a mis en compresse, un peu un truc. Une semaine après, tout était cicatrisé. Il n'était pas allé aux urgences, c'est rien, ça n'existait pas à l'époque. Et alors du coup, évidemment, transmission des histoires familiales, transmission des traditions coutumes, sûrement un peu... La nature, au passage. Et des explications sur tout. Les pistes de lièvre, enfin, tout d'un coup... Et puis bon... le renard et le corbeau qui passaient par là aussi, non, peut-être? Oui, mais de toute façon, tout ça se faisait en patois. En lingue nostre, hein. Et que comprenions pas caco. Si mon grand-père aimait bien parler français, nous ne serions pas compris. Donc... alors je vais tourner la caméra. On a nos amis de Lozerkid qui passent à côté. Je tourne la caméra. Bonjour. Ça va. On est en train de faire une interview. À bientôt, je viendrai vous voir. Promis. Salut. Donc c'est nos amis de Lozerkid qui sont à Chastel-Nouvelle juste à côté. Et on a une grande pensée pour eux parce que c'est pas facile pour eux en ce moment. Non, c'est sûr. Alors donc la transmission, le renard et le corbeau, le patois, etc. Le trajet du retour qui se faisait en combien de temps? Alors du coup, l'après-midi, quoi. On arrivait vers 4h ou 5h de l'après-midi à la maison. Mais alors là, il y avait l'accueil royal par la grand-mère. Là, non, elle avait prévu ce qu'il fallait, l'accueil royal, c'était pas forcément, parce que tout dépendait de l'humeur de la grand-mère. Et puis en même temps, elle arrivait, bon, c'était quand même un accueil chaleureux. Mais en même temps, c'était un accueil inspection. Allez voir, ah mince. Io spughi ne mettere un po' mai, t'aurais pu en mettre un petit peu plus. Tunciare, enfin, ou l'inverse. Oh putain, faccio un bravo cargamento. Et la bestia, sont pas trop arrêtés. Alors, les animaux sont pas trop. Parce que toujours la grand-mère, elle passait en revue aussi les vaches. Bien sûr. En disant,
trousse pas, nous. Bon, elle regarde si elle ne boitait pas et tout. Ben bon, c'était une vie simple. Mais alors, un truc tout bête, les vaches, c'était des vaches à lait ou c'était des aubracs? Elle faisait quoi tout. Ah, Oui, mais c'était, alors, il y avait une Salers, qui D'accord. s'appelait Sanguine de son nom, Mhm. qui était une vache très brune, et puis une aubrac. D'accord. Donc c'était les aubracs. Mais c'était des bêtes qui servaient à tout. Elles faisaient... Ah ben, c'était comme dans les familles où il n'y avait pas beaucoup de revenus. Les vaches, elles donnaient le lait, elles faisaient le veau. D'accord, mais c'était la chaîne, quoi. Ouais. Et elles labouraient. Parce qu'elles servaient plus qu'à ça. Elles labouraient pour les pommes de terre. Et alors, du coup, vous arriviez, déchargement après avoir fait une petite leçon de trapèze avec la grand-mère. C'était très bien, mais il fallait pas qu'elle le dise. Oui, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que vous en retenez de tous ces moments magiques? Parce que sur le coup, c'est sûrement très dur, on est fatigué, on se coince les doigts, j'imagine, entre les rondins de bois et des choses comme ça. Mais après coup, finalement, c'est des bons moments. Ah ben oui, ce sont des moments formidables. Moi je dis, c'est une chance phénoménale que d'avoir connu une enfance comme ça, avec le goût de l'effort, et puis les choses naturellement. C'était pas compliqué. La vraie vie, quoi. La vraie vie, hein. Moi, je me suis blessé, j'ai la cicatrice sur le tibia, sur un soc de charrue qui était planté dans un champ alors que je tirais devant, c'est-à-dire que je guidais les vaches. Mais je me suis retourné au dernier moment et cette charrue était là plantée. Je l'ai sautée, je me suis entaillé, mais je suis descendu. Ça s'est passé à Montbel. On m'a soigné comme là, avec le grand-père du lait, du vin et des trucs. Et je suis descendu à Mende en vélo parce que je descendais avec la bicyclette. Après, avec mon truc, et puis sauf que j'ai une belle cicatrice de plusieurs centimètres sur l'os, là, mais j'ai jamais eu d'autre chose, quoi. Ça s'appelle de l'expérience. Ah ben oui, l'expérience pour mon corps, et pour moi, et pour ma tête. Et puis bon, enfin oui, non, c'est vrai que c'est une chance phénoménale que de vivre cette... Alors on garde des souvenirs, on garde des senteurs aussi, j'imagine, parce qu'il y a des mémoires d'odeurs aussi, de choses... D'odeurs, oui. Oui. Puis des anecdotes, des choses qui sont simples, quoi. Le bruit du char qui fait cloc, 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 cloc. Bon, et puis qui tout d'un coup remonte sur du gravier. Je dis, bon, tu as traversé, on est en train de monter. Et puis les noms, là, il y a à un moment donné... On monte au-dessus les gens qui connaissent s'en souviendront parce que le lieu-dit n'a pas changé. Il y a une fontaine, une source où mon grand-père a fait le plein d'eau, a fait boire les bêtes à l'époque parce qu'à la fin de la montée, avant d'arriver en haut du goulet, et cette fontaine s'appelle, le lieu-dit existe encore sur la carte, la Foine des Curebias. Ça veut dire la fontaine de Curebias, mais Curebias au sens finis ton sac, ton casse-croûte. D'accord. Fini, cure, ça veut dire fini ton casse-croûte. Donc c'était l'endroit où on avait tellement peint qu'on nettoyait le contenu de la musette. Bon, c'était la Foine de Curebias, et le lieu-dit s'appelle la Curebias. Elle est au-dessus de l'Argelier, là, en gros, avant d'arriver en haut du goulet. Bon, et puis, oui, les odeurs, bien sûr. Tout en fait, les odeurs, les souvenirs, même le casse-croûte, le retour. Oui, bien sûr. Le moment joyeux du casse-croûte, parce que c'est la pause, donc déjà le corps se repose, il y a le bonheur du corps qui se repose, et puis en même temps la convivialité, les anecdotes, les grosses rigolades, les grosses blagues, parce qu'il y en a un qui... Vous vous retrouviez à plusieurs des fois sur le lieu de coupe ou parce que c'était un peu, tout le monde faisait à peu près à ce moment-là, à l'échelon l'approvisionnement, non de mon grand-père, c'était que la famille. On se retrouvait à plusieurs dans des travaux, comme moissonner à l'époque. D'accord. Parce que les familles se retrouvaient ensemble pour avoir plus de main-d'œuvre. Bien sûr. Parce que sinon, il y avait les bêtes qui coupaient le blé, et puis il y avait les femmes derrière qui faisaient les gerbes. Et puis il fallait être nombreux, donc il fallait un gamin pour tirer devant, un gars à la javel sur la machine. Bon, c'était un besoin de nombre. Donc, à ce moment-là, les gens se mettraient ensemble. Plein de belles histoires.
Moi, on pourra en parler des heures. Ah oui. Alors, du coup, comme moi j'ai tendance à inclure vraiment les spectateurs qui regardent avec nous, c'est vrai qu'il fait pas très chaud parce qu'en fait, on est la veille, non, on est à quelques heures, ils nous ont annoncé D'une tempête de neige. grande tempête de neige là, sur la Lozère. Là, il est quelque chose comme 17h et pour 19h la tempête. Et il fait un peu froid, c'est vrai qu'on a les micros qui commencent à trembler tout doucement. Mais par contre, si Michel est d'accord, si vous êtes d'accord, on se reverra très prochainement. Parce que je crois qu'il y a une très jolie histoire, mais ça sera l'objet d'un autre numéro le long d'un chêne au-dessus d'Alinque. Et je crois qu'il y a une belle histoire entre le grand-père et votre papa et tout ça. Mais ça, on en reparlera, on ne va pas dévoiler l'histoire tout de suite. Disons que voilà, on a, au milieu de tous ces souvenirs, il y a du bonheur, parce qu'il y a beaucoup de bonheur. Mais il y a aussi quand même le constat de la vie qui était difficile, mais très humaine, très humaine. Le mot est suffisant, quoi. Les gens étaient proches les uns des autres, travailler c'était normal. Moi, je prenais un coup de pied au cul, c'était normal, hein, parce que des fois, despachoter, j'allais pas assez vite. Et juste quand même une petite question, la musique est arrivée quand pour vous ? Eh bien, la musique est arrivée à peu près au même moment, parce que je gardais les vaches en plus, donc je travaillais, j'allais garder les vaches, et on m'avait offert un harmonica de 4 sous, et je n'avais rien d'autre à faire avec mes vaches, à attendre toute la journée à côté de mes vaches. J'ai appris à jouer l'harmonica. Et du coup à redistribuer du bonheur, y compris maintenant et voilà. Et là, à par tout contre, le monde. Là, je continue encore à jouer, d'ailleurs. Voilà, donc ok. Bon, merci infiniment Michel. On se revoit très vite. Ah ouais, non, c'est une promesse, attention. C'est un grand bonheur, c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur de pouvoir raconter ces choses que j'ai vécues et de transmettre cette émotion. Aussi, oui. Et en même temps de dire, vous voyez, la vie, elle vaut le coup, parce que j'ai 84 ans. J'ai encore plein de choses à faire. Donner. On va les faire ensemble. J'ai encore plein de choses à faire. Non, mais c'est sûr, c'est une promesse. Voilà. Et du coup, c'est aussi ça l'ADN de KWZ TV Lozère. C'est justement, nous, c'est 100% positif, 100% Lozère. Et puis, je crois que Michel, je ne pouvais pas mieux qu'avoir cette complicité avec vous. Notre complicité m'enrichit beaucoup. Voilà. Alors là, ça me touche énormément, surtout le nom de Michel. Je sais pas trop quand je vais diffuser, si je diffuse un peu avant le 31 ou à partir du 1er janvier. On va dire qu'on va oublier toutes les mauvaises choses, on va souhaiter une très belle année 2021 à tout le monde. Oui. Je sais pas, en patois, buon annata a tutti. Voilà. Et puis la santate surtout. Voilà. Absolument. Voilà. Merci beaucoup Michel, à très vite. Et l'histoire du chêne. Un grand bonheur. Merci beaucoup. Allez, ciao. Donc en fait là c'est de la cire d'abeille. Quelle difficile à dire. J'ai pas la mémoire si longue. J'avais des navales. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata.